Ce terrain, on a trouvé d'imposantes structures au sol qui témoignent d'une urbanisation étendue et d'activités agricoles. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans l'Amazonie précolombienne. Ces peuplades aménagent des jardins pour récolter mangues, papayes, fèves de cacao, dattes et noix. Ils chassent les oiseaux tropicaux et pêchent dans l'Amazone, le fleuve qui abrite le plus grand nombre d'espèces de poissons au monde. Ils parlent des langues diverses et sont organisés en différents systèmes sociaux. Dans la forêt tropicale du Pérou et de la Bolivie actuelle, vivait le peuple des Beni. Les villages des Beni sont situés le long des cours d'eau, sur une superficie grande comme 3 fois la Suisse. Ils sont reliés par des canaux, des ponts et des barrages. Cette tribu augmente sa surface arable en brûlant régulièrement des pans entiers de la forêt tropicale. Dans cette région, aujourd'hui dépeuplée, une grande civilisation fleurissait il y a 500 ans. Plus au nord, au Nouveau-Mexique. Ici aussi, la terre est inhabitée. C'est l'une des zones les plus arides du continent. Le canyon Chaco. Ici, il n'y a ni eau, ni végétation, ni animaux. Mais il fut une époque où la situation était bien différente, où une civilisation prospérait en tirant le meilleur parti de ses ressources naturelles. Pourtant, elle disparut. Il y a plusieurs centaines d'années, le canyon Chaco était vert et fertile. Broussailles et forêts clairsemées recouvraient le sol aride et rocailleux. Cette terre était le royaume des Anasazi. Au 8e siècle, ils bâtirent les premières maisons à étages d'Amérique du Nord. Un bâtiment comme celui-ci comportait plus de 800 pièces et abritait plus de 1000 personnes. Pour sa construction, on utilisa de nombreux troncs d'arbres, acheminés sur place à la seule force des bras. Certes, le peuple des Anasazi n'a pas laissé de traces écrites témoignant de son apogée et de son déclin. Mais des spécialistes peuvent reconstituer l'histoire de cette civilisation en comptant les cernes des arbres et en observant à la loupe des nids de rats. Nathan English, de l'Université d'Arizona, passe beaucoup de temps à chercher des nids anciens. Nous aimerions en savoir plus sur le mode de vie des Anasazi dans le canyon Chaco. Et pour cela, il existe différentes méthodes. On peut avoir recours à l'archéologie traditionnelle en fouillant des ruines. Mais on peut également observer l'environnement dans lequel les Anasazi vivaient. Et dans ce cas, on analyse des nids de rats. Chaque nid est comme un instantané, une photographie de l'environnement. Et dans certains endroits, ces nids ont jusqu'à 40 000 ans. Le rat construit un nid. Il urine dedans et comme il ne s'hydrate qu'en mangeant des plantes, son urine est très épaisse et visqueuse. L'urine s'infiltre dans les excréments et se solidifie, un peu comme l'ambre. Pour construire son nid, le rat ramasse des plantes autour de lui, des débris de céramique, voire parfois des graines de potiron. Tous ces macrofossiles sont incorporés au nid. Donc après avoir ramassé les nids de rats, on examine les macrofossiles qu'ils contiennent pour connaître l'environnement dans un lieu et à un moment donné.
À l'époque des Anasazi, genièvres et pins parasols poussaient dans le canyon Chaco. Qu'est-il advenu de cette végétation? Pour les habitants de la région, le bois était le principal matériau de construction et la seule source d'énergie. Mais quand on abat trop d'arbres, le sol s'érode. Des torrents furieux sont alimentés par de violentes averses. Ils s'enfoncent de plus en plus dans le sol et l'eau ne parvient plus jusqu'aux surfaces arables. Par conséquent, les champs s'assèchent. L'année 1130 fut l'année la plus sèche dans cette région. Des spécialistes de la datation l'ont établi après avoir examiné le bois de construction des ruines des Anasazi. Ils ont fait une autre découverte surprenante en analysant du vieux bois. 1130 est aussi l'année où les Anasazi ont abattu le dernier arbre pour la construction d'une ville. Une fois leur forêt défrichée et leurs champs asséchés, ils quittent le canyon Chaco. Une civilisation qui s'est bâtie à l'aide de la hache de pierre a déséquilibré la nature et provoqué une catastrophe écologique. Les Anasazi laisseront derrière eux un désert aride et inhospitalier. C'est un des grands mythes de notre époque de croire que les Indiens ont toujours vécu en harmonie avec la nature. En Europe aussi, les hommes défrichent sans scrupule leurs forêts. En constante augmentation, la population a besoin de nourriture et d'espace pour son agriculture. De plus, les Européens ont impérativement besoin de bois. Ils ont l'énergie, les outils et les moyens de transport pour en acheminer de grandes quantités jusqu'à une destination lointaine. Seul le bois permet aux Européens de continuer leur expansion. Il joue un rôle clé à l'époque de Christophe Colomb. Quand on y réfléchit, le Moyen-Âge a été l'âge du bois. Il était omniprésent. Il était le principal matériau de construction, la principale matière première et le seul combustible. On n'avait pas encore de charbon. Le Moyen-Âge est une époque d'affrontements sanglants. On se fait inlassablement la guerre. Les armées que les princes lèvent sont munies d'arcs et de flèches en bois. Pour fabriquer les armes en métal, les armures des chevaliers et les fers à cheval, les fourneaux tournent jour et nuit. Les énormes quantités d'énergie requises sont produites à partir du bois. Des forêts entières sont sacrifiées pour faire la guerre. Mais les Européens utilisent aussi le bois pour d'autres entreprises. La construction de grands édifices. Certes, ceux-ci sont en pierre, mais ils engloutissent des millions de troncs d'arbres pour les fondations, les échafaudages et les outils. Mais à qui appartenaient les forêts et qui en tirait profit ? Au Moyen-Âge, il n'était pas encore clairement établi à qui appartenait la forêt. Et il n'est pas étonnant que tous les grands combats sociaux aient eu lieu en forêt, à ses abords ou dans ses environs. La noblesse, les propriétaires terriens, s'intéressaient avant tout à la forêt pour la chasse. Pour les paysans, la forêt était vitale.
Ils en avaient besoin pour faire paître leurs bêtes et pour bien d'autres usages. La bataille du bois est remportée par ceux qui peuvent en payer le prix, les nobles et les marchands. Les plus riches et les plus puissants d'entre eux vivent dans les villes portuaires de la Méditerranée, comme Venise. La cité des Doges repose littéralement sur le bois. Les somptueux édifices de la Renaissance sont construits sur des pieux enfoncés dans le sol. Mais derrière ces belles façades, l'avidité règne. On ne pense qu'au commerce et au profit. Les biens qui ont fait la richesse de Venise sont importés de la lointaine Asie, sur des bateaux en bois. Les Vénitiens ont défriché des forêts entières pour construire leur flotte. Leurs besoins sont immenses. Ils ne s'arrêtent même pas aux Alpes, pourtant difficiles d'accès. Le pin est utilisé pour les mâts, le mélèze pour le bordage, le noyer pour les rames et le chêne pour la membrure. Pour réaliser leur projet, ils déboisent l'Europe, depuis l'Adriatique jusqu'à la Baltique. Durant les décennies qui précèdent l'épopée de Christophe Colomb, les Européens épuisent largement leurs ressources naturelles. Ils vivent sur un continent où il y a peu de poissons dans les cours d'eau et de moins en moins de bois dans les forêts. Un continent peuplé d'hommes qui rêvent d'ailleurs. Nulle part, les rivalités entre princes et rois, l'ardeur religieuse, la curiosité, la vanité et l'appât du gain ne sont aussi vifs qu'en Europe. On invente l'imprimerie, ce qui permet d'alphabétiser une part croissante de la population et de répandre des idées novatrices sur le continent. C'est toute une société qui est prise de cette fièvre de renouveau. Elle porte non seulement son regard sur ses propres dysfonctionnements, mais aussi sur ce qui se cache derrière l'horizon. Soudain, beaucoup se sentent à l'étroit chez eux. C'est l'époque où les rois d'Europe envoient des marins dans de lointaines contrées. Certains tentent de découvrir la voie maritime des Indes en contournant l'Afrique. Mais l'un d'eux veut mettre le cap sur l'ouest pour atteindre l'Orient. C'est un marin de Gênes qui a la folle idée de gagner les Indes par la route du Ponant. Christophe Colomb passe 5 ans à chercher des fonds pour son voyage. Depuis sa victoire sur les Maures, Isabelle de Castille est reine de l'Espagne unifiée. Avec elle, le navigateur trouve enfin une alliée. La couronne espagnole a tout à gagner dans cette entreprise. Équiper 3 navires ne coûte pas très cher. Et les gains potentiels sont considérables. Des richesses, des voies commerciales, des sujets et des terres. Au début, personne ne veut s'embarquer dans l'aventure. Mais on finit par rassembler un équipage de 87 hommes. Des analphabètes, des soldats au chômage, des porchers, voire des meurtriers qui préfèrent ce voyage dans l'inconnu à la mort derrière des barreaux. Ces hommes n'ont rien à perdre. Dans la Nouvelle-Espagne, il n'y a plus de place pour eux. Avec sa cohorte de desperados, Christophe Colomb quitte le port de Séville. Nous sommes à l'été 1492. Christophe Colomb a promis à la reine Isabelle et à ses hommes d'arriver en Inde en 6 semaines. Mais la traversée dure bien plus longtemps que prévu. Peut-on atteindre les Indes par cette route ?